dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 27 juin. Et voici une nouvelle chronique en direct, comme pratiquement toujours, depuis les studios de Radio Libre en Périgord. Je vais revenir bien sûr sur le meeting du 20 juin dernier qui s'est tenu à Londres et ses conséquences et son prolongement à travers toute une série d'initiatives. Je vous tiendrai au courant de ces initiatives, notamment les initiatives en direction de la jeunesse, parce que ça me semble particulièrement important. Alors, je vais commencer par rappeler que demain soir à 20h30 au cinéma Le Rex de Sarlat, il y a une soirée ciné-débat soutenue entre autres par le groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, une soirée qui se prolongera après la projection du film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, par une discussion introduite par notre camarade, ami et historien Pierre Auroy, spécialiste de l'inventaire des monuments aux morts pacifistes en France, et qui publie une nouvelle version de son livre abondamment illustré de ces monuments qu'il a, avec son épouse, patiemment recensés à travers tout le pays. Et puis, il y aura également, dans cette soirée, pour participer au débat, un camarade qui a participé au meeting de Londres, donc le samedi 20 juin, et qui viendra dire également quelques mots au sujet de la tenue de ce meeting et bien évidemment des initiatives qui seront prises, et je le dis encore, en particulier celles qui s'adressent à la jeunesse, tant la jeunesse est très directement concernée par toute une série de mesures. Et je prolonge cela par deux initiatives dont je vous fais part, l'une d'elles en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, où les enseignants, parents, étudiants, organisations syndicales ont pris une initiative lors d'une réunion publique qu'ils ont tenue le 23 juin dernier. Pas de création de classe défense à la rentrée 2026 en Haute-Loire. Stop à tous les dispositifs d'embrigadement de la jeunesse. Et ils disent, en s'appuyant sur un budget de guerre inacceptable et une loi de programmation militaire liberticide, le gouvernement Macron-Lecornu fait tout pour diriger la jeunesse vers les armées. Classe défense, guide, acculturer les jeunes à la défense. Loi visant à renforcer l'enseignement à la défense nationale dans le cadre du parcours de citoyenneté. Loi Blanchet, etc., etc. Tous ces dispositifs doivent être supprimés. Toujours plus pour l'armée, toujours moins pour nos écoles. Et ils mettent sur le document qu'ils ont publié un comparatif entre les budgets de guerre et l'embrigadement, et ceux destinés à l'embrigadement, et le budget de l'éducation nationale et des autres services publics. Et on voit clairement les choix politiques qui sont faits dans ces domaines. Et il conclut, la politique du gouvernement Macron-Lecornu s'articule autour d'un pivot, la réorientation de la jeunesse vers le secteur militaire. Au nom de la loi de programmation militaire qui bénéficie d'une enveloppe colossale, l'État délaisse le financement de l'enseignement public. Cette stratégie de désinvestissement se traduit en Haute-Loire par la multiplication de dispositifs, dont les classes défense, couplées à des suppressions de classes toujours plus nombreuses. En parallèle, l'usine à gaz Parcoursup et Mon Master vont permettre de recruter des étudiants laissés sur le bord de route qui pourront plus difficilement ne pas mordre à la patte tendue. Dans de nombreux pays, les citoyens et les enseignants cherchent à stopper l'escalade guerrière. En ce sens, les personnes présentes donc à la réunion du 23 juin se félicitent de la réussite du meeting international contre la guerre qui a eu lieu à Londres le 20 juin, réunissant syndicats, partis politiques, citoyens, etc., etc. Unis et déterminés, les participants à la réunion publique appellent à se mobiliser et à rester tous ensemble dès qu'un projet d'embrigadement de la jeunesse sera porté à notre connaissance, non à la militarisation de la jeunesse. Voilà. Et puis, autre initiative plus proche de nous, là, puisque c'est en Charente-Maritime, où là encore, non à la militarisation des élèves du collège Jean Hay de Marennes. Le 8 juin s'est déroulé un exercice d'intrusion au collège Jean Hay de Marennes avec la gendarmerie et les pompiers. Un pseudo-assaillant s'introduit dans le collège avec une fausse bombe portée sur lui. Les gendarmes diffusent alors une bande-son avec des cris et des paroles « Allah Akbar », stigmatisant ainsi les musulmans
et incitant les élèves à faire l'amalgame entre arabes et terroristes. Cette expression religieuse n'a rien à faire dans un établissement laïque qui se doit d'accueillir tous les élèves sans discrimination, donc indépendamment de leurs croyances. Stigmatiser une catégorie de population par sa religion s'assimile à du racisme. Pour justifier ce choix, entre guillemets, le capitaine de gendarmerie dirigeant cet exercice aurait affirmé que les attaques actuelles contre des établissements scolaires sont toutes organisées par des terroristes islamistes, en passant donc sous silence tous les radicaux et autres fous susceptibles de s'introduire dans un établissement scolaire pour y faire régner la terreur. Exemple, la prise d'otages dans une école primaire à Paris, des assassinats de professeurs effectués par de jeunes meurtriers, décervelés par la propagande la plus abjecte, etc., etc. Nous exigeons que ce choix de scénario d'exercice d'intrusion, même au titre des plans particuliers de mise en sûreté, comme le 5 février 26 à Bourse-Franc, ne soit plus mis en œuvre dans aucun établissement scolaire ni ailleurs, pour que cessent ces climats anxiogènes créés par des représentants de l'État œuvrant à la marche à la guerre. Qui veut la paix prépare la paix. Les enseignants veulent enseigner et non participer à l'endoctrinement des jeunes qui leur sont confiés. L'école est faite pour instruire et apprendre à réfléchir, non pour conditionner les esprits. Et c'est signé par la Libre Pensée 17, le Comité Rochelet du Mouvement de la Paix, la FNEC FP FO de Charente-Maritime, CGT Éduc de Charente-Maritime, etc. Toute une série d'associations. Et comme je l'indiquais, je vous tiendrai informé de toutes ces initiatives prises, en particulier celles qui s'adressent à la jeunesse. Alors, j'en arrive maintenant à un texte qui a été publié sur Mediapart par Olivier Lecourt-Grandmaison sur la question des sifflements qui ont pu être entendus sur la Marseillaise et le drapeau tricolore. Et Olivier Lecourt-Grandmaison dit « Siffler la Marseillaise et le drapeau tricolore, c'est un droit démocratique ». Le 16 juin, Bali Bagayoko déclare « Siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire ». Aussitôt, les gardiens de l'ordre établis ont hurlé au scandale et mobilisé le banc et l'arrière-banc des extrêmes droites. Rappelons quelques faits. Une citation de Flaubert. « Tous les drapeaux ont été tellement souillés de sang et de... » point de suspension, qu'il est temps de ne plus en avoir du tout. André Breton, dans son second manifeste du surréalisme, les surréalistes revendiquent le besoin qui ne les quitte pas de rigoler comme des sauvages devant le drapeau français. Et puis Michel Serres, en 2008, ces paroles ignobles de la Marseillaise où on parle de sang impur des ennemis, qui est un mot d'un racisme tel qu'on devrait avoir honte de l'enseigner aux enfants. J'aurais honte de l'enseigner à mes étudiants. Ils ont tous un sang pur et l'impureté du sang est quelque chose qui me fait horreur. Voilà. C'était donc les citations mises en exergue de ce texte de Olivier Lecourt-Grandmaison. Le 16 juin 2016, Bali Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, déclare « Siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire. » Des parents maliens, identifiés à l'instar de la France insoumise comme étant d'extrême gauche, selon la catégorie hyperbolique employée par ces formations politiques pour effrayer leur électorat et avec la caution juridique du Conseil d'État, qui, fort docilement, a suivi la circulaire du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, publiée le 7 février dernier. Bali Bagayoko incarne tout ce que détestent les diverses fractions de la réaction. Certains de ses membres défendent une conception ethno-raciale et civilisationnelle de la nation, en estimant que depuis des temps immémoriaux, elle est blanche, européenne et judéo-chrétienne, et qu'elle doit le demeurer face avec le grand remplacement supposé menacer son identité et ses traditions multiséculaires. Dans ce contexte, les étrangers nés hors du vieux continent ou les Français issus de parents venus du Sud ne sont acceptés que s'ils deviennent les très fidèles supplétifs des forces engagées dans cette bataille existentielle. C'est à cette condition majeure, et pourvu que leurs semblables ne soient pas trop nombreux, qu'ils sont érigés en exemple et mobilisés pour témoigner de l'universalisme à la française, des beautés du vivre ensemble et de l'accueillante générosité hexagonale, comme le répètent les adorateurs passés et présents du roman national. Par contre, si des Français de papier, selon la détestable phraséologie des mêmes, et ou des allochtones non européens s'opposent aux mythologies cocardières comme aux politiques de la réaction, ils sont aussitôt altérisés, renvoyés à leurs origines et livrés en pâture à l'opinion publique. Mauvais citoyens ou étrangers ingrats, tous sont accusés de haïr ce pays qui leur a tant donné et grâce auquel ils sont devenus ce qu'ils sont désormais. Les attaques incessantes, mais subies par de nombreux élus racisés en attestent sinistrement.
Au fondement de ces ignominies réitérées, cette assertion raciste du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, qui, en septembre 2009, a déclaré lors de l'université d'été de l'UMP et en présence d'un élu maghrébin, « Quand il y a un, ça va, c'est quand il y a beaucoup qu'il y a des problèmes ». En quelques mots, ce fidèle soldat de la Sarkozy, qui a fait de la traque des immigrés et des Roms une priorité nationale, synthétise la pseudo-théorie du seuil de tolérance. Il suffit d'ajouter noir et l'immonde tableau de la conjoncture présente, brossé par les membres du Parti de l'Ordre, est complet. Avant de poursuivre, dit donc Olivier Lecourt-Grandmaison, rappelons quelques faits. 18 mars 2003. Pour sanctionner les comportements jugés inadmissibles de certains supporters qui ont sifflé la Marseillaise au cours des 2 matchs de football France-Algérie en 2001 et Lorient-Bastia en 2002, les députés votent un projet de loi élaboré par les services du ministère de l'Intérieur placé sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. À la suite de diverses modifications, l'outrage de l'hymne national ou du drapeau tricolore lors d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques est désormais passible d'une amende de 7 500 € si l'acte est individuel et de 6 mois d'emprisonnement si les faits commis l'ont été en réunion, conformément à l'article 433-5-1 du Code pénal. Pour les vaillants défenseurs de la patrie offensée, les atteintes portées à ces emblèmes exigent de nouvelles sanctions, voire même une peine privative de liberté dans les cas les plus graves. Les ressorts de ces dispositions, la démagogie, des considérations sécuritaires, nationalistes et identitaires destinées déjà à contrecarrer la puissance électorale du Front National dont le candidat Jean-Marie Le Pen est pour la première fois arrivé au second tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu quelques mois plus tôt, le 5 mai 2002. Nous parlons là donc de faits qui sont survenus en 2003. Les concepteurs et les défenseurs de telles orientations rêvent de Marseillaise, chantée à plein poumon par les Françaises et Français fiers d'appartenir à une nation exceptionnelle et d'un pays pavoisé de drapeaux bleu, blanc, rouge qui exprimerait son unité et sa grandeur retrouvée. De plus, en vertu d'une injonction unanimiste et autoritaire empruntée à l'extrême droite, la France, on l'aime ou on la quitte, les habitants de ce pays sont sommés de chérir cette contrée sous peine d'être qualifiés de mauvais nationaux ou d'étrangers indignes de demeurer sur le territoire. L'amour exigé d'un côté, des mises au banc symboliques et des expulsions de l'autre, 2 phases d'une même politique exclusive, xénophobe et raciste, où la seconde révèle la vérité de la première puisqu'il s'agit d'intimider, de stigmatiser et de réprimer diverses modalités de contestation. Aboli par la loi du 21 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Le délit de blasphème ressurgit sous une forme laïcisée et supposément républicaine en se faisant délit de lèse-nation qui succède aussi au crime de lèse-majesté établi par la monarchie. Substitué à la personne royale et sacralisée, parce que crédité de vertus exceptionnelles par les innombrables mythographes qui ont élaboré le roman hexagonal, la nation doit être protégée des outrages, conformément aux dictats des desservants du culte national et des pieux adorateurs du gallinacé français. De même, sa bannière tricolore, forcément sublime puisqu'elle est réputée représenter les admirables principes de la France et de la République, sous couvert de formation civique et de respect des valeurs, entre autres dispensées par le ministère de l'Intérieur, qui s'érige ainsi en administration chargée de promouvoir la doxa nationale républicaine, il s'agit de défendre l'ordre politico-moral établi en réprimant celles et ceux qui osent critiquer les symboles du pays. Police de la pensée, du verbe et de certaines actions, c'est tout un. À preuve, et c'est pour le moins singulier, cette sacralisation s'étend à des figures majeures de l'absolutisme royal au motif qu'elles ont contribué à la grandeur de la France. Colbert, sous l'autorité duquel le Code noir de 1865 a été élaboré, en témoigne. Pour protester contre la présence de sa statue devant l'Assemblée nationale, Franco Lolia, de la brigade anti-négrophobie, l'a aspergé de peinture rouge, ce qui lui a valu d'être condamné le 5 mai 2025 à 500 € d'amende avec sursis par la Cour d'appel de Paris. La somme de ces mesures et de ces involutions, qui s'ajoutent à beaucoup d'autres, confirme la puissance toxique du roman national et de la dégradation significative des libertés publiques. Face aux extrêmes droites, comme aux droites de gouvernement radicalisées, celles-là même qui font de la lutte contre la radicalisation, que l'on sait, une priorité politique,
mais qui présentent leur propre radicalisation comme un sursaut réaliste indispensable pour obvier aux menaces de l'heure, il est indispensable d'opposer cette exigence démocratique, l'abrogation du délit d'outrage inscrit dans la loi du 18 mars 2003. Conformément à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui établit, citation, « la libre communication des pensées et des opinions », et la qualifie de l'un des droits les plus précieux de l'homme. Ce pourquoi tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Il faut revendiquer haut et fort le droit de siffler la Marseillaise et le drapeau tricolore, notamment lorsque ceux qui chantent la première et brandissent le second violent les principes que ces emblèmes sont supposés signifier. Originellement levé contre la tyrannie, l'étendard sanglant du chant de 1792 est désormais rouge du sang des acteurs de la Révolution de juin 1848, lorsque le Parti de l'Ordre qui présidait aux destinées de la Seconde République a massacré et exécuté sommairement plus de 10 000 insurgés, ouvriers et artisans parisiens. 23 ans plus tard, ce même étendard est rouge du sang des communards, exterminés par Thiers, le légendaire assassin de Paris, et par le maréchal MacMahon, écrit Émile Zola en conclusion de la débâcle. Rouge, le drapeau tricolore l'est aussi du sang des indigènes de l'ancienne régence d'Alger, pourchassés, enfumés et décimés par les colonnes infernales du général Bugeaud et de ses officiers au cours des années 1840. De même, à partir de 1885, lorsque le très républicain Jules Ferry et ses alliés s'engagent après la conférence de Berlin dans la course à l'Afrique et scellent ainsi les noces sanglantes de la République, du racisme scientifique, entre guillemets, et de l'impérialisme en imposant un état d'exception permanent aux races inférieures, entre guillemets, de plusieurs continents. Rouge, cet étendard l'est toujours au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la torture, la disparition forcée, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont perpétrés à Tiaroy le 1er décembre 1944, à Sétif, Guelmaï et Kerata à partir du 8 mai 1945, à Haiphong en 1946, à Madagascar en 1947, en Algérie de nouveau lors du dernier conflit qui débute le 1er novembre 1954 à Paris, à l'occasion des massacres du 17 octobre 1961, près de 300 victimes algériennes, à Charonne le 8 février 1962 et au Cameroun jusqu'en 1971. Effroyable envers tortionnaires, gestapistes et criminels de la 4e puis de la 5e République, prêts à tout pour défendre l'Empire. Cette terrible chronologie doit être complétée par le sort réservé aux Guadeloupéens de Pointe-à-Pitre, environ 200 morts entre le 26 et le 28 mai 1967, et aux nombreux Kanaks tombés sous les balles des gendarmes et du GIGN au cours de ces dernières années. Rouge, le drapeau tricolore l'est aussi du sang des nombreuses victimes de violences policières, manifestantes et manifestants pacifiques, jeunes racisés des quartiers populaires, passagers innocents de véhicules dont le conducteur a refusé d'obtempérer. Tous tués par des membres des forces de l'ordre qui, à la différence de leurs homologues de nombreux États de l'Union européenne, disposent d'armes de guerre, le fusil d'assaut HK-G36 de fabrication allemande, qui équipe la Bundeswehr depuis 1997, les grenades de désencerclement et les bien connus lanceurs de balles de défense, LBD, contrairement aux affirmations mensongères de nombreux ministres de l'Intérieur, ces munitions et ces lanceurs sont bien classés comme des armes de guerre par l'article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure. Si des élus, des Français, des héritiers des immigrations coloniales et postcoloniales, peu importe leur nationalité, et des étrangers, critiquent et ou sifflent la Marseillaise pour rappeler les crimes coloniaux commis par la France et signifier leur opposition à la politique illibérale, islamophobe, raciste et destructrice des services publics depuis longtemps mise en œuvre, ils doivent être défendus au nom des droits et libertés démocratiques, des extrêmes droites aux droites de gouvernement, sans oublier le fort mal nommé Bloc central, dont les vocalistes anti-exilés et sécuritaires n'ont rien à envier aux forces précitées. Toujours plus nombreux sont les responsables confiés en démagogie cocardière qui font de l'amour de la France, de son histoire et de ses symboles un devoir patriotique. Désormais, celles et ceux qui s'y opposent sont au mieux accusés de wokisme
ou d'islamo-gauchisme, au pire menacés d'expulsion s'ils sont étrangers, conformément aux vociférations haineuses et aux pratiques des nationaux républicains. Ceux-là même qui, s'exprimant de façon toujours plus agressive à l'endroit des minorités ethno-raciales et des musulmans, placent la défense de l'ordre établi au-dessus de tout et contribuent ainsi à la diffusion de la politique et de la novlangue de l'international réactionnaire. À ces différents ennemis intérieurs, accusés hier de communautarisme, s'ajoutent désormais les beaux esprits progressistes dénoncés par Bruno Retailleau le 16 juin 2026 pour avoir enfanté, à la suite de mai 68, une société de barbares, entre guillemets, propositions et disqualifications stupéfiantes qui établissent un lien de cause à effet entre les mobilisations pour l'extension des libertés, les événements de mai et la criminalité présente. Acmé de la démagogie et de la réaction, et de fables improbables qui, prospérant entre autres sur la peur des rouges, est destiné à satisfaire l'électorat que se disputent âprement le Front National et les Républicains. Au terme de cette mise en récit, sans doute empruntée à celui qui est devenu un philo-idéologue médiatique, Luc Ferry, le progressisme se mue en une accusation d'une extrême gravité, puisqu'il est tenu pour responsable de la faillite de l'autorité et de l'insécurité actuelle. L'ensemble permet à ce candidat à l'élection présidentielle, qui, à l'instar des extrêmes droites, conchit l'état de droit et le gouvernement des juges, de réunir dans une même condamnation les acteurs et les héritiers supposés de mai 68 et ceux qui favorisent le séparatisme, entre guillemets, et l'entrisme, toujours entre guillemets, conformément aux incriminations abracadabrantesques forgées par Gérald Darmanin et lui-même, avec le soutien du petit Jupiter. Tous barbares, entre guillemets, donc tous réputés faire peser des menaces gravissimes pour l'intégrité du pays et de ses glorieuses valeurs. À celles et ceux qui, de ce côté-là du spectre politique, exaltent le patriotisme des citoyens états-uniens et leur amour du drapeau, rappelons ces décisions essentielles. Profaner la bannière étoilée est un droit fondamental reconnu par la Cour suprême des États-Unis dans 2 arrêts majeurs. Texas Johnson, du 21 juin 1989, et United States Eichmann, du 11 juin 1990. Par 2 fois, les juges de la plus haute juridiction des États-Unis ont estimé que les dispositions adoptées par 48 États pour sanctionner les outrages au drapeau étaient contraires au premier amendement et à la Constitution fédérale. Aussi, le Congrès ne peut-il voter aucune loi restreignant la liberté d'expression. Défenseurs des droits et des libertés démocratiques, représentants des gauches politiques, exiger l'abrogation des dispositions liberticides. Et donc, c'était la conclusion de ce texte d'Olivier Lecourt-Grandmaison, je rappelle, universitaire, et qui a publié plusieurs ouvrages. On peut citer La fabrique du roman national républicain, publié donc aux éditions Amsterdam en 2025, et Oradour coloniaux français contre le roman national, avec une postface de Jean-Marie Apathy, Les liens qui libèrent 2025. Et puis suivent ensuite, donc à la fin de ce texte, toutes les références des citations du texte donc, que fait Olivier Lecourt-Grandmaison. Alors, je poursuis sur cette question du drapeau tricolore par un article publié par la FNLP sur son site, Du drapeau tricolore à celui de l'Union européenne, la réaction sur toute la hampe. L'Assemblée nationale a voté le 11 février 2019 en première lecture une disposition imposant la présence du drapeau tricolore et du drapeau européen dans les classes de l'école publique et d'y faire chanter la Marseillaise. Ce n'est qu'un symbole, mais le message qu'il délivre est clair. En rang par 2, je ne vois qu'une tête et silence dans les rangs. La dérive autoritaire d'un régime en crise s'accentue chaque jour. Dans ce pauvre monde en décrépitude, les réactionnaires ne savent que faire claquer les talons pour obéir. L'allégeance au drapeau des Versaillais, celui de Thiers, et à celui du Vatican, qui a fondé l'Union européenne, reste leur horizon indépassable. Cette disposition est révélatrice des orientations de ce gouvernement dans le domaine scolaire, notamment avec la globalité de la loi sur l'école de la confiance, dont le retrait s'impose. Et on vous renvoie au communiqué de la Fédération nationale libre pensée du 11 février 2019 à ce sujet. Il convient aussi de rappeler que l'école publique est laïque et qu'elle n'a pas vocation à faire œuvre d'idéologie nationaliste ou patriotique. Elle est là pour instruire.
la laïcité ne peut être reléguée à une sorte de religion civile obligatoire, au garde à vous et avec le petit doigt sur la couture du pantalon. On a connu cela naguère. En 1941, le gouvernement décide que le drapeau français devra être hissé dans les établissements scolaires français, et ce 2 fois par semaine, le lundi matin avant la première classe et le samedi après-midi après la dernière classe. Cette levée de drapeau devra se dérouler selon un protocole bien défini. Fin de citation, dans l'ordre de la dignité et la décence du point de vue matériel, la gravité et le recueillement au point de vue moral. Disposition donc prise, je rappelle, en 1941. Et je poursuis la citation de ce texte de 1941. Le drapeau devra être intact et propre, et hissé le plus haut possible. Les instituteurs et leurs élèves suivront cette cérémonie de manière réglementée. Masse en choré et observation, 1 minute de silence au garde à vous. Dans les écoles, le muste de Marianne est remplacé par celui du maréchal dans les établissements publics. Dans les salles de classe, plusieurs éléments propagandistes vont être introduits. Le portrait du maréchal se doit d'être affiché dans les classes au-dessus du bureau de l'instituteur. Ainsi, les élèves et le professeur travaillent sous le regard et le contrôle du maréchal. Ce portrait remplace celui de Marianne, symbole de la République. Et bien évidemment, il y a également dans le texte le renvoi à la source de ces informations. Cet enrôlement permanent et guerrier que le gouvernement veut généraliser par la mise en place du service national universel rappelle de plus en plus le temps où la réaction s'appelait Vichy et le corporatisme empruntait à la doctrine sociale de l'Église. Voir l'analyse donc faite par le SNU par la libre pensée, du SNU faite par la libre pensée, et là encore, il y a un renvoi. La libre pensée demande le retrait de cette disposition votée par l'Assemblée nationale en première lecture. La Fédération nationale de la libre pensée dédie aux laudateurs de telles mesures ce poème de Jean Zay, ministre laïque de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, assassiné par la milice vichiste en 1944. Et voici donc ce texte de Jean Zay. Ils sont 1500 000 qui sont morts pour cette saloperie-là. 1500 000 dans mon pays. 15 millions dans tous les pays. 1500 000 morts, mon Dieu. 1500 000 hommes morts pour cette saloperie de tricolore. 1500 000 dont chacun avait une mère, une maîtresse, des enfants, une maison, une vie, un espoir, un cœur. Qu'est-ce que c'est, cette loque pour laquelle ils sont morts? 1500 000 morts, mon Dieu. 1500 000 morts pour cette saloperie. 1500 000 éventrés, déchiquetés, anéantis dans le fumier d'un champ de bataille. 1500 000 qui n'entendront plus jamais, que leurs amours ne reverront plus jamais. 1500 000 pourris dans quelques cimetières, sans planches et sans prières. Est-ce que vous ne voyez pas comme ils étaient beaux, résolus, heureux de vivre, comme leur regard brillait, comme leurs femmes les aimaient? Ils ne sont plus que des pourritures pour cette immonde petite guenille. Terrible morceau de drap coulé à la tahampe, je te hais férocement. Oui, je te hais dans l'homme, je te hais pour toutes les misères que tu représentes. Pour le sang frais, le sang humain aux odeurs âpres qui giclent sous tes plis. Je te hais au nom des squelettes. Ils étaient 1500 000. Je te hais pour tous ceux qui te saluent. Je te hais à cause des peignes-culs, des couillons, des putains qui traînent dans la boue leurs chapeaux devant ton ombre. Je hais en toi toute la vieille oppression séculaire, le Dieu bestial, le défi aux hommes que nous ne savons pas être. Je hais tes sales couleurs, le rouge de leur sang, le sang bleu que tu voles au ciel, le blanc livide de tes remords. Laisse-moi, ignoble symbole, pleurer tout seul, pleurer à grands coups, les 1500 000 jeunes hommes qui sont morts, et n'oublie pas, malgré tes généraux, ton fer doré et tes victoires, que tu es pour moi de la race vile des torches-culs. Voilà. Fin donc du texte de Jean Zay. Et donc je n'ai pas le temps de lire la fin du texte de la Libre Pensée qui, dans sa dernière partie, revient sur l'histoire du drapeau marial de l'Union européenne, mais j'y reviendrai dans une prochaine chronique, car c'est tout à fait intéressant de voir l'origine de ce drapeau. Donc je vous souhaite une excellente semaine et remercie Antoine pour la technique de cette chronique. À lundi prochain. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h.
Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive